C'est parti pour l'exercice 4, encore des intégrales. Alors, la première question, on nous demande de résoudre une équation. Alors, on peut remarquer très facilement que 0 est solution, puisque si je remplace t par 0, ça me fait 0. Mais rien ne dit que c'est la seule. Alors évidemment, c'est bien la seule, mais pour ça, on va étudier la fonction. Notons phi, la fonction qui a t associe t plus sinus t. Phi est dérivable sur R. Et pour tout t appartenant à R, phi prime de t, c'est 1 plus cosinus t. Or, phi prime est positive sur R, au sens large, et s'annule une infinité dénombrable deux fois. Donc, phi est strictement croissante sur R. Alors, si vous n'aviez pas cette info qui s'annule une infinité dénombrable de fois, qui est à mettre en lien avec... enfin, pas à mettre en lien, on a parlé de ça dans le chapitre sur le calcul différentiel, sur la dérivabilité des fonctions. Sinon, eh bien, on peut remarquer que la fonction, de toute façon, au-delà de moins de 2, elle ne peut pas s'annuler, puisque... enfin, moins de 2, même moins 1, en dehors de l'intervalle moins 1, 1, la fonction ne peut pas s'annuler. Et entre moins 1 et 1, on peut refaire ça, et dans ce cas-là, la dérivée va s'annuler un nombre fini de fois, ce qui fera une fonction strictement croissante sur moins 1, 1 et une unique solution. Phi est continu. Et donc phi, donc 0, donc phi, je vais le dire comme ça, est bijective sur R, et par conséquent, zéro admet un unique antécédent par phi. Donc finalement, 0 est bien solution, mais c'est l'unique solution. Donc, l'unique solution de t plus sinus t égale 0 et 0. On a l'impression que j'ai écrit t, mais c'est parce que mon S, il était mangé par mon écriture. Deuxième question. Le signe de delta de t. D'après ce qui précède, delta est croissante sur R et ne s'annule qu'en 0. Donc, vous allez avoir ce tableau de signes. Je peux même encadrer le tableau pour faire joli. Mais c'est la croissance et le fait que la fonction s'annule en 0 qui nous permettent d'avoir ça. Question 3a. Montrer que f est défini sur R étoile. Bon. On sait que psi est défini sur R étoile d'après ce qui précède. Je prends un x appartenant à R étoile. Bon. Et donc j'ai psi est donc défini et continu sur ma x 2x ou 2xx suivant que x est positif ou négatif, car 0 n'est pas dans cet intervalle.
J'ai une fonction qui est continue, donc l'intégrale existe. Donc f est définie en x. Conclusion, f est définie pour tout x appartenant à R étoile. Conclusion, f est définie sur R étoile. Il faut que je parle de la continuité pour dire que l'intégrale existe, je vais peut-être même le renoter. Hop, 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 donc l'intégrale existe. Si jamais, au lieu d'avoir x, 2x, j'avais eu moins x, il y avait 0 dans l'intervalle et ça ne fonctionnait pas. Voilà pour cette question 3a. La question 3b, on va s'intéresser à la régularité et donc à la classe C1 de la fonction f. Donc question 3b, montrer que la fonction f est de classe C1 sur R étoile. Bon, bah, très bien. Phi est continue sur R étoile, donc y admet des primitives. Alors, non, je ne vais pas faire ça comme ça, je vais faire ça plus proprement. En fait, le fait qu'on soit, que ce soit pas un intervalle, c'est gênant. Donc, soit x appartenant à R plus étoile, psi est continu sur x 2x, donc il admet des primitives. Soit psi majuscule, l'une d'entre elles. On a donc f de x qui est égal à l'intégrale de x à 2x de psi de t dt. Et ça, par le théorème fondamental de l'analyse, on va avoir du psi de 2x moins psi de x. Or, psi est de classe C1 sur R plus étoile. Donc f l'est aussi. Évidemment, on peut faire le même travail sur R moins étoile. De même sur R moins étoile. Donc f est de classe C1 sur R étoile. Ensuite, je vais calculer sa dérivée. Je reprends x appartenant à R étoile. J'ai f de x, je calcule f' de x. Je vais avoir 2 psi' de 2x moins psi' de x, c'est-à-dire 2 fois petit psi de 2x moins psi de x, c'est-à-dire 2 sur 2x plus sinus de 2x moins 1 sur x plus sinus de x. Et on me demande de calculer ça sous forme factorisée. Donc je vais avoir du 2x plus 2 sinus x moins 2x moins sinus de 2x. Le tout sur 2x plus sinus de 2x, facteur de x plus sinus de x. C'est-à-dire, après simplification, je vais avoir 2 sinus x moins sinus de 2x, c'est-à-dire moins sinus x cosinus x. Le tout sur 2x plus sinus de 2x, x plus sinus de x. Je n'ai plus qu'à mettre sinus en facteur. Conclusion. Pour tout x appartenant à R étoile, f' de x est égal à sinus x, facteur de 2 moins cosinus x, le tout sur 2x plus sinus de 2x, x plus sinus x. Quand on sait dériver une composée, ça va tout seul. Question C, évidemment, étudier le signe. Bon. Premier cas, x, alors déjà je peux remarquer que
Pour tout x appartenant à R étoile, j'ai 2 moins cosinus x. 2 moins cosinus x qui est positif. Ensuite, pour tout x appartenant à R plus étoile, j'ai x plus sinus x qui est positif et donc x, 2x plus sinus de 2x qui est aussi positif. Et évidemment pour tout x appartenant à R moins étoile, x un truc qui m'embête, mais non, c'est bon, c'est bon. X plus sinus x est négatif et alors même strictement et 2x plus sinus de 2x est négatif. Donc pour tout x appartenant à R étoile, le produit au dénominateur est positif. Donc ça va être du signe du numérateur et le numérateur est positif. Alors ça m'embête quand même un petit peu parce que ça va être du signe de sinus x. Non, c'est pas gênant en réalité. Donc conclusion. Donc f' de x est du même signe que sinus x. Alors on pourrait même remarquer qu'il y a de la périodicité dans l'histoire. Mais c'est pas nécessaire. Non, il n'y a pas de périodicité, il n'y a pas de périodicité. Je dis des bêtises, à cause du 2x et du x, le numérateur est périodique, mais pas le dénominateur. Sur la étoile. Alors remarquez qu'on pourrait se poser la question d'un éventuel prolongement par continuité en 0, mais on ne nous le demande pas. Question D, la parité. Bon, ben, évidemment, f est défini sur R étoile. Qui est... f est défini sur R étoile. Qui est centré en 0. Je prends x appartenant à R étoile. F de x, c'est l'intégrale f de moins x. C'est l'intégrale de moins x à moins 2x de 1 sur t plus sinus t dt. Et là, je vais faire un changement de variable parce que c'est la seule façon de me débarrasser de mes moins. Égal, donc si je pose u égale, je cherche mes mots, u égale moins t, je vais donc avoir l'intégrale de u à 2u de 1 sur moins u plus sinus de moins u multiplié par moins du. C'est-à-dire, bah ici en fait le moins je peux le sortir par parité, par imparité du sinus. J'ai un moins ici qui va simplifier avec celui-là. J'ai donc l'intégrale ici. Pourquoi j'ai fait ça ici? C'est pas u, c'est x et 2x. Donc intégrale de x à 2x de 1 sur TEU plus sinus u du. Et ça c'est f de x. Donc avec un changement de variable. Donc, alors ici je devrais le noter en posant u égale moins t. Donc f est pair. En règle générale, quand on va intégrer une fonction qui a une certaine parité, eh bien sa fonction intégrale, je vais dire ça comme ça,
à la parité, l'autre parité. Même chose quand on dérive. Quand vous dérivez une fonction paire, vous obtenez une impaire, et quand vous dérivez une fonction impaire, vous obtenez une fonction paire. Question 4. On va s'intéresser à la limite en plus l'infini de f. Montrer que pour tout x positif, on nous demande de calculer ça. Donc je vais me donner d'abord un x positif. Et je vais m'intéresser à l'intégrale de f de x moins x de x de dt sur t. Évidemment, je commence par remplacer ce que c'est que ce f de x. Et je vais donc avoir une seule intégrale de 1 sur t plus sinus t moins 1 sur t dt. Très bien. Et ensuite, je peux tout mettre au même dénominateur. Je vais avoir du t t moins t plus sinus t, donc je vais avoir du moins sinus t sur t facteur de t plus sinus t dt. J'applique l'inégalité triangulaire. Et une fois qu'on a fait ça, sinus t est toujours plus petit que 1. Inférieur ou égal à l'intégrale de x à 2x de 1 sur t facteur de t plus sinus t dt. Alors, le numérateur, parce que donc moins sinus t est inférieur à 1, et comme x positif, t facteur de t plus sinus t est positif. Donc on a bien démontré ce qu'il fallait. Donc la valeur absolue de f de x moins l'intégrale de x à 2x de dt sur t est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 2x de dt sur t facteur de t plus sinus t. Et voilà. Alors on va faire une nouvelle page. Justifier qu'il existe un m positif tel que pour tout t supérieur à m, t plus sinus t supérieur à t sur 2. Bon. Déjà ici je peux remarquer que t plus sinus t supérieur à t sur 2 équivaut à t sur 2 plus sinus t supérieur à 0. Bon. Ensuite, il faut que je me pose la question de savoir quand est-ce que ça, c'est vrai. Déjà, je peux remarquer que... on va pas s'embêter. Posons phi. Alors, est-ce que si je dérive ça, c'est très intéressant. On va faire beaucoup plus simple. Pour t supérieur à 2, t sur 2 est supérieur à 1, donc t sur 2 plus sinus t, positif. On peut choisir m égale 2. On peut certainement faire mieux, mais avec m égale 2, ça fonctionne. Ici, cette chose-là va être plus grande que 1, dès lors que t est plus grand que 2, et vous ajoutez sinus t, qui lui, au maximum, vaut, enfin au minimum, vaut moins 1. Question C. En déduire que f possède une limite finie lorsque x tend vers plus l'infini, et la déterminer. Pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, bien sûr, soit x supérieur à m. Alors, pour tout t dans l'intervalle m, x, 2x, vous avez t plus sinus t,
qui est supérieur à t sur 2, donc t facteur de t plus sinus t va être supérieur à t carré sur 2. Par conséquent, euh, 1 sur t facteur de t plus sinus t, par inverse, va être inférieur à 2 sur t carré. Or, l'intégrale de x à 2x de 2 sur t carré dt, c'est 2 moins 1 sur t entre x et 2x, c'est-à-dire 2 facteur de, pour 2x, on a du moins 1 sur 2x, plus 1 sur x, c'est-à-dire, je multiplie tout par 2, j'ai donc du 2 sur 2x moins 1 sur 2x, ce qui me fait du 1 sur 2x multiplié par 2, 1 sur x. Conclusion. Donc, je sais que mon intégrale de f de x moins cette chose-là que je peux calculer va être inférieure ou égale à 1 sur x. Par ailleurs, l'intégrale de x à 2x de dt sur t, c'est ln de t entre x et 2x, c'est-à-dire ln de 2x moins ln de x, c'est-à-dire ln de 2x sur x, c'est-à-dire ln de 2. On a donc la chose suivante. Pour tout x supérieur à 2, enfin à m, je vais remettre, f de x moins ln de 2 est inférieur ou égal à 1 sur x, qui tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est ln de 2. Et j'ai terminé cette question 4. Question 5. On se propose de déterminer cette fois la limite de f de x, mais lorsque x tend vers 0. Déterminer un développement asymptotique en 0 de phi de t sous la forme a sur t plus bt plus un petit taux de t. Bon. Je prends t, un réel non nul, et j'ai psi de t, comme on me le demande, qui est 1 sur t plus sinus t. C'est-à-dire, pas de problème, 1 sur t plus t moins t au cube sur 6 plus un petit taux de t au cube. Alors, est-ce que... du 1 sur... Non, il faut bien ça. Une nouvelle page. Et donc ça, c'est égal à 1 sur t, multiplié par 1 sur 1, moins t carré sur 6, plus un petit taux de t carré. Et je vais faire un développement limité de cette chose-là, puisque t carré tend vers 0. Donc je vais donc avoir 1 sur t, facteur de 1, plus t carré sur 6, plus un petit taux de t carré, parce que t carré tend vers 0. Et donc ce qui me donne du 1 sur t, plus t sur 6, plus un petit taux de t. Donc, psi de t en 0, c'est 1 sur t, plus t sur 6, plus un petit taux de t. Pourtant, je pensais avoir sélectionné le rouge, mais non. Question B. Soit θ, préciser son domaine de définition, θ est défini sur R étoile, clairement. Pas la peine de rentrer dans les détails. On nous demandait juste de préciser. Question C. Montrer que l'on peut prolonger θ par continuité en 0 et déterminer θ de 0. Très bien. Je prends soit t appartenant à R étoile.
j'ai θ de t qui va donc être égal à 1 sur t plus sinus t moins 1 sur t, c'est-à-dire en 0, t sur 6 plus un petit taux de t, qui tend clairement vers 0 lorsque t tend vers 0. Donc, θ est prolongeable par continuité en 0, en posant θ de 0 égale 0. Question D. Justifier que max pour t appartenant à moins 1 de θ de t existe. Bon. θ prolongé et continue sur le segment moins 1 par le théorème des bornes atteintes. Donc, valeur absolue de θ aussi, des bornes atteintes, valeur absolue de θ y admet un minimum et un maximum. Donc, grand M est égal à ce max. Existe. Avec ce théorème des bornes atteintes, on l'a quand même utilisé pas mal de fois. Question E. En déduire la limite lorsque x tend vers 0 de l'intégrale de θ de t dt. Alors, si je prends x dans R étoile, j'ai donc l'intégrale de x à 2x de de θ de t tout simplement, hein, en valeur absolue, qui va être inférieure ou égale à l'intégrale de x à 2x de valeur absolue de θ de t dt par l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire inférieur ou égal à m, x à 2x de 1 dt, et cette intégrale-là, elle vaut x. Donc pour tout x appartenant à R étoile, l'intégrale de x à 2x de θ de t dt est inférieur ou égal à mx, qui tend vers 0. Alors, c'est s'il est... Donc je vais prendre R plus étoile. Ça sera mieux comme ça. Parce que sinon les bornes ne sont pas dans le bon sens. Donc θ de t. θ de t tend vers 0 lorsque t... θ de... non. Ça on le savait déjà. Donc l'intégrale de x à 2x de θ de t dt tend vers 0 lorsque x tend vers 0 plus. De même, on montre que l'intégrale de x à 2x de θ de t dt tend vers 0 lorsque x tend vers 0 moins. Conclusion. La limite lorsque x tend vers 0 de l'intégrale de x à 2x de θ de t dt vaut 0. Donc non seulement la limite existe, mais elle vaut 0. Puis la limite en 0 de f de x. F de x, c'est quoi déjà?
Donc, on a donc montré que f de x moins l'intégrale de x, alors que l'intégrale de x à 2x de θ de t qui est 1 sur t plus sinus t moins 1 sur t dt tend vers 0 lorsque t tend vers 0. C'est ce qu'on a démontré. Or, donc, l'intégrale de x à 2x de 1 sur t plus sinus t dt moins l'intégrale de x à 2x de 1 sur t dt tend vers 0 lorsque t tend vers 0. La différence des deux tend vers 0. Or, l'intégrale de x à 2x de 1 sur t dt vaut aussi ln de 2. Donc on aurait f de x qui tend vers ln de 2 lorsque x tend vers 0. C'est ln de 2 partout la limite, c'est bien étrange. Moi je me suis trompé. Θ de t. Non, c'est bien ça. Question 6. F est-elle prolongeable par continuité en 0 ? Bah oui. F est donc prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 égale ln de 2. La fonction ainsi prolongée est-elle dérivable en 0 ? Bonne question. Remontons à mon f'. C'est du 0 sur 0, donc on n'a pas grand chose à dire. Commence un petit peu tard. Pas spécialement envie de faire du taux d'accroissement. Si on va en faire quand même. Hein. Soit H appartenant à R étoile, F de H moins F de 0 sur H, c'est donc l'intégrale de H à 2H de dt sur t plus sinus t moins ln de 2. Le tout sur H. C'est-à-dire l'intégrale de H à 2H de θ de t en fait, hein, c'est-à-dire de 1 sur t facteur de t plus sinus t dt. Le tout sur H. Il doit y avoir un truc plus simple.
Ouais, non, il n'y a pas vraiment de façon de faire plus simple. Alors, en refaisant les trucs, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur de calcul à un endroit. C'est ici parce que t plus t, ça fait pas t, ça fait 2t. Donc ici, il me faut du 2. Et donc, il va falloir que je mette 1 sur 2t en facteur. Ici, ça va me faire 1. Ici, ça va me faire sur 12. Euh, Quand je mets ça en facteur, je mets 2 en facteur, donc ça me fait bien du sur 12. Et donc ici, ça me fait du 2t. Ici, ça me fait 12. Donc ici, ça va me faire 2t. Et 12 fois 2, ici, ça me fait 24. Donc ici, c'est du t sur 24 qui va bien tendre vers 0. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Mais ici, c'est donc du 2t. Ici, c'est 2t. Donc ici, on va avoir 2t. Donc on va avoir 1 demi. Et donc ici, c'est 1 demi de ln de 2. Hop, hop, hop. Et donc ça, c'est-à-dire qu'on a ici 1 demi de ln de 2, et donc on a 1 sur h, l'intégrale de h à 2h, de θ en réalité de t, dt, c'est-à-dire du 1 sur h, intégrale de h à 2h, et le θ de t, le θ de t, je suis allé un peu trop loin, 1 sur 2t plus t sur 24. Plus un petit taux de t dt. Et donc on va avoir du 1 sur h, facteur 2, 1 demi de ln de 2, plus du t carré sur du t carré sur 48 du coup. Si je ne me trompe pas. Entre h et 2h, plus 1 sur h, intégrale de h à 2h de petit taux de t, dt. Et donc quand on intègre un petit taux, on va se retrouver avec un petit taux de t carré. Entre h et 2h. Et donc ça, c'est quelque chose qui va nous donner du petit taux. Donc ça, ça va nous donner du h carré sur h, donc ça va être fini. Donc égal à... non, normalement c'est dérivable. Bon, c'est pas très passionnant, j'aurais dû retirer cette question. Bon, l'idée c'est d'intégrer le développement limité. Hein. Enfin, qui n'est pas vraiment un développement limité. Mais qui se passe plutôt bien. Ouais. Un petit taux de t cube en réalité, mais on n'a pas vraiment besoin.
suis en train de me dire que le développement limité, c'est, je pense, juste pour le θ. Le développement limité, c'était pas le développement limité du θ. C'est pour ça que ça marche. De θ de t dt moins 1 demi de ln de 2. Hop, hop, moins 1 demi de ln de 2, je ne recopie pas tout. Tac, moins 1 demi de ln de 2. Hop, 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 moins 1 demi de ln de 2. Et donc, il va nous rester 1 demi de ln de 2 moins 1 demi de ln de 2, ça s'en va. Ici, on va avoir du 4h carré sur 48 moins h carré sur 48, donc du 3h carré sur 48, multiplié par 1 sur h, donc du 3h sur 48, plus cette chose-là qui va nous donner un petit taux de h, donc tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Donc f est dérivable en 0. En plus d'être continu. Ensuite, question 7a. Une méthode permettant d'obtenir f de pi et f de 2pi, on peut utiliser la méthode des rectangles. Et puis la courbe, bon, bah, maintenant que vous avez les outils qu'il faut, vous pouvez la tracer avec une calculatrice ou un autre outil, ça ne posera pas de problème. Voilà pour cet exercice 3. La question 6 était plus embêtante, mais le reste, ça se faisait très bien.